Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes dans la série de vidéos sur l'auto-sabotage et les personnages intérieurs. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un premier personnage qui est le personnage de l'anxieux. Alors pour commencer, à quoi ressemble ce personnage ? Donc ce personnage, il nous fait adopter certains comportements d'auto-sabotage. Ce personnage nous conduit à imaginer le pire pour s'en protéger. Donc il nous rend extrêmement prudent, même trop prudent. On a tendance, quand on est sous son emprise, à surévaluer les dangers, à être tout le temps sur ses gardes. On peut être soupçonneux vis-à-vis des autres et être amené même à les tester pour se rassurer. Ce personnage nous conduit également à énormément douter de nous-mêmes. Et on peut avoir besoin d'aide extérieure pour valider nos décisions par exemple, ou on peut avoir besoin d'un modèle. On peut aussi chercher la sécurité dans un dogme ou dans un système de croyances. On va aussi avoir sous l'emprise de ce personnage un rapport à l'autorité qui peut être ambivalent, parce qu'on va chercher dans l'autorité une forme de protection, mais dès qu'on va avoir le moindre doute par rapport à cette autorité, on va vraiment se retourner contre elle et la traiter comme si c'était l'ennemi. On peut aussi devenir agressif pour se protéger, on peut aussi être dans le blâme de l'autre. On va aussi avoir tendance à être rigide et à éviter de transgresser les règles, parce qu'on assimile cela à du danger même quand les règles ne sont pas justes. Et enfin, on peut avoir tendance avec l'autre à soit se fermer comme une huître, ou soit déverser au contraire son anxiété sans pouvoir se réfréner ou sans pouvoir se contrôler. Donc voilà, ce sont, alors il y en a forcément d'autres, hein, mais ce sont les comportements les plus fréquents quand on est sous l'emprise de ce personnage de l'anxieux. Alors quel est l'impact maintenant de ces comportements ? En fait, on va ressentir une anxiété constante, une peur constante, qui va être plutôt une forme d'anxiété diffuse qu'une peur précise de quelque chose de concret. Et cette anxiété constante, elle va un peu nous empêcher de réfléchir de manière claire, et elle va aussi nous faire perdre énormément d'énergie. Elle va aussi faire perdre de l'énergie à notre entourage, parce qu'on va manifester cette anxiété d'une manière ou d'une autre, et ça peut être vraiment épuisant pour les autres. Ce personnage peut aussi nous conduire à une forme de paralysie. On va peut-être se mettre en situation d'échec en étant complètement incapable de prendre des décisions, incapable d'agir. Et on peut aussi au contraire faire preuve d'une certaine témérité et aller au-devant des risques de manière presque inconsciente, parce qu'on cherche à fuir cette peur qui nous empoisonne. Donc on peut avoir un comportement à la limite de la phobie, ou un comportement au contraire qu'on va appeler contre-phobique, et qui est à l'inverse un comportement qui peut être même impulsif et qui sert à éviter de ressentir cette peur, parce que quand on est dans l'action, on ne ressent plus trop notre peur. Un autre impact négatif de ce personnage, c'est qu'on va perdre notre crédibilité, parce que au départ, quand on va commencer à avertir les autres d'un danger, on va peut-être être pris au sérieux une fois, deux fois, mais la troisième fois, les autres vont vite se rendre compte qu'on exagère, et le jour où on aura un vrai risque à envisager, et qu'on aura vraiment besoin de prévenir les autres, de les mettre en garde, personne ne va nous écouter. Donc notre crédibilité souffre énormément de ce personnage. Et alors ce personnage, quand il se sent attaqué, en général, il réagit en se justifiant,
Et son argument principal, c'est de dire que le danger est là et que si lui ne s'en préoccupe pas, personne d'autre ne va le faire. Donc il y a une forme de conviction de faire les choses de la bonne façon et de se protéger, protéger les autres en ayant ces comportements. Alors maintenant qu'on a évoqué un petit peu à quoi ça ressemblait d'être sous l'emprise de ce personnage de l'anxieux, on va voir ce qui motive, ce qui nourrit, ce qui alimente ce personnage. Alors ce personnage, généralement, il se crée à cause d'une blessure ou d'un traumatisme qui crée une forme d'insécurité. Donc ça peut être par exemple dans l'enfance, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais ça peut être dans l'enfance par exemple, l'une des figures d'autorité qui est soit très autoritaire et très écrasante, ou soit qui est un peu instable. Donc parfois on va pouvoir lui faire confiance, d'autres fois non. Et donc on va avoir du mal à se sentir en sécurité. Et de cette insécurité-là va naître un besoin de se sécuriser, de trouver du soutien, de trouver de la protection. Donc la croyance de fond finalement de ce personnage-là, sur laquelle il fonde son existence même, c'est la croyance selon laquelle le monde est dangereux, instable, menaçant, et que pour ces raisons-là, on a besoin de se protéger. Et donc, face à ce besoin de sécurité et à ce risque de se retrouver en insécurité, justement, le mécanisme de défense qu'utilise ce personnage, c'est la projection. Ça veut dire qu'il va projeter ses propres craintes sur les autres et sur le monde. Alors qu'en fait, l'insécurité vient de l'intérieur, finalement. Et ce personnage va s'auto-alimenter par des croyances qu'il va renforcer au fur et à mesure. Par exemple, si je fais une erreur, je pourrais en mourir. Une autre croyance, c'est que je ne peux faire confiance à personne, que l'on risque de me trahir. Ce personnage croit aussi qu'il a besoin de connaître les règles pour être en sécurité. Et bien sûr, la croyance selon laquelle la vie est pleine de dangers. Alors, face à toutes ces croyances, les émotions qui vont être les plus présentes chez ce personnage sont les émotions de peur, donc on en a déjà parlé, c'est plutôt une forme d'anxiété diffuse sans objet précis. Et à côté de la peur, il y a aussi le doute. En fait, ce personnage, il va nous pousser à une remise en question permanente. Donc on va être très agité au niveau mental, on va sans arrêt peser le pour et le contre, se poser des milliards de questions, faire un choix mais se dire que c'était peut-être le mauvais, envisager de changer, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui conduit à ressentir énormément de doute. Donc la peur et le doute sont vraiment les deux émotions les plus présentes quand on est sous l'emprise de ce personnage. Alors maintenant, quelles sont les perspectives d'évolution ? D'abord, quand on commence à se libérer de l'emprise de ce personnage de l'anxieux, on va pouvoir en fait emprunter de plus en plus ses forces, parce que ce personnage, il a aussi des forces. Et donc on va pouvoir découvrir des compétences, des qualités qui au départ étaient peut-être cachées. Alors je vais vous donner quelques exemples. Bien sûr la loyauté, la fidélité, le sens de la coopération, le sens du collectif. La capacité à utiliser son imagination débordante positivement plutôt que dans des projections négatives. La capacité à utiliser son mental qui est très fort pour réfléchir de manière posée et puis même donner des conseils très avisés aux autres. Une autre qualité, c'est la persévérance, le sens de l'organisation, puis une capacité à être vigilant, et non pas hyper vigilant, mais être vigilant d'une manière paisible et juste.
Et quand les traumatismes, les blessures qui sont à l'origine la mise en place de ce personnage de l'anxieux sont totalement libérés, la peur va laisser place à la confiance, les décisions vont être prises très facilement, l'attention va revenir à l'intérieur de nous plutôt que d'être portée constamment à l'extérieur, et l'agitation mentale va laisser place à une énergie calme. Maintenant, je vais vous proposer quelques conseils qui sont issus de ma pratique et de mon expérience. Alors des conseils pour vous-même d'abord, et puis après je donnerai quelques conseils pour les proches. Donc d'abord pour vous-même, si vous vous reconnaissez comme étant porteur en vous de ce personnage de l'anxieux, et si vous avez l'impression qu'il a beaucoup de pouvoir sur votre vie, voici quelques pistes. Alors pour moi, le premier pas, et ce sera la même chose avec chacun des personnages que l'on va évoquer, c'est de prendre conscience de ce personnage, de voir les impacts qu'il a sur notre vie et de l'accepter. D'accepter que pour l'instant il est là, qu'il est arrivé pour de bonnes raisons au départ, pour nous protéger. Et on n'est pas là pour le juger ou pour se juger, mais simplement être dans le constat que la réalité telle qu'elle est ici et maintenant, c'est que ce personnage se manifeste et c'est ok en fait. Donc déjà commencer par là. Ensuite, ça va être de mettre de la lumière sur les mensonges de ce personnage. Alors pour moi, le personnage de l'anxieux, il nous ment de deux manières. La première, c'est qu'il nous persuade que on doit chercher notre sécurité à l'extérieur de nous et que si on arrive à contrôler notre environnement, on va se sentir en sécurité. Alors qu'en fait, l'insécurité qu'il ressent, elle vient de lui. Donc la sécurité de la même manière va venir de l'intérieur. De la même manière que l'insécurité est intérieure, la sécurité va être intérieure également. Donc ça, c'est le premier mensonge dont il faut prendre conscience quand on est sous l'emprise régulièrement de ce personnage de l'anxieux. Et ensuite, le deuxième mensonge, c'est le mensonge selon lequel, en étant hyper vigilant, en étant tout le temps attentif à prévoir le pire, on va réussir à se protéger, à protéger les autres. Mais en fait, ça aussi, c'est faux. Comme dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, quand on passe son temps sur le qui-vive, déjà à alerter les autres, ceux-ci ont tendance à ne plus nous croire et le jour venu où notre alerte est justifiée, ça ne va pas fonctionner. Et puis pour nous-mêmes, le fait d'être tout le temps en hypervigilance sur le qui-vive, etc., on a vu que ça crée de l'anxiété, ça crée du doute et ça nous empêche de voir les choses clairement. Donc dans cet état-là, on va être moins à même de réagir de façon juste au moment où le danger va réellement être présent. Donc on a vraiment deux mensonges là qui sont fondamentaux et qu'il est essentiel de cerner et de voir tels qu'ils sont pour pouvoir s'en libérer. Ensuite, l'étape suivante que je vous propose, c'est justement de développer ce sentiment de sécurité intérieure. Et pour ça, ce que vous pouvez faire, et ce qui va vous aider aussi à vous libérer de ce personnage et de son emprise, ça va être à chaque fois que vous observez que votre anxieux se manifeste d'une manière ou d'une autre, plutôt que de le nourrir, de l'alimenter, d'aller dans son sens, ça va être de revenir à la présence. Donc pour ça, vous pouvez vous appuyer sur la vidéo que j'avais faite sur la méditation de mémoire. Elle s'appelle Je n'arrive pas à méditer, quelque chose comme ça. Je vous donne plein d'astuces qui vont vous permettre de faire cet exercice de recentrage et donc de mettre votre attention ailleurs que sur le personnage. Alors si vous avez l'habitude, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez l'habitude de diriger votre attention sur un point, vous pouvez aussi diriger votre attention sur le ressenti corporel de l'émotion que déclenche le personnage. Ça peut être assez intéressant de faire cet exercice-là, parce que ça peut être effectivement ce qui est le plus présent en fait dans l'instant et le plus tangible pour vous, et donc un bon point d'ancrage, à condition que ça ne vous déstabilise pas trop. Donc c'est à tester. Alors
bien sûr, parfois faire cet exercice-là de recentrage, de présence, de conscience va suffire à opérer des libérations. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et dans tous les cas, si vous en ressentez le besoin à un moment, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour avancer sur ce processus. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis moi-même thérapeute et je peux vous accompagner là-dessus. Donc vous trouverez toutes les infos sous la vidéo dans la description. Alors d'autres pistes maintenant que vous pouvez explorer pour vous libérer ou apprivoiser votre anxieux. C'est déjà d'apprendre à faire confiance à votre intuition et à vous reposer sur votre intuition pour ne plus compter sur votre mental qui dans ces moments-là est complètement sous l'emprise de votre personnage, qui vous fait douter, qui vous crée de l'anxiété, de la peur, etc. Plus vous arriverez à vous fier à votre intuition et à l'entendre de manière claire, plus vous arriverez à avoir confiance en vos décisions et plus vous sortirez de tous ces doutes et de toutes ces peurs et ces remises en question. Une autre piste que j'ai à vous proposer, c'est de décider délibérément de faire des actes de foi. Alors ce que je veux dire par là, c'est de décider d'accorder votre confiance a priori, de manière volontaire. Donc par exemple, vous pouvez décider, voilà, je rencontre une nouvelle personne, objectivement je n'ai pas d'informations sur elle, je ne sais pas grand chose et il pourrait y avoir danger, mais je décide de lui accorder ma confiance a priori et on verra bien. Et voilà, ça peut être, alors c'est un exemple, hein, c'est pas forcément par rapport à une personne que vous rencontrez, mais c'est un exemple de comment on peut décider délibérément d'accorder sa confiance à une personne, une situation, etc. Plutôt que de se torturer avec ce personnage de l'anxieux. Et une dernière piste, si ça vous parle, hein, toujours, c'est de dialoguer avec votre personnage. Alors vous pouvez faire comme si votre personnage était un petit enfant et dialoguer avec lui demander de quoi il a besoin, comment vous pouvez l'aider. Ça peut être intéressant et ça peut vous aider énormément aussi de tester cette approche-là. Et peut-être que vous arriverez à le rassurer et à le sécuriser comme un parent intérieur finalement ferait pour sécuriser un enfant intérieur. Voilà. Alors ça, c'était pour les conseils à votre destination. Maintenant, je vais passer aux conseils à l'entourage. Donc, je m'adresse à vous. Si vous avez un ou une proche qui a un personnage de l'anxieux qui est très présent et qui le manipule souvent, hein, finalement, on peut parler de manipulation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour aider votre proche? Alors, la première chose, c'est que pour aider les autres, il faut d'abord être bien soi-même. Et en fait, quand quelqu'un d'autre est sous l'emprise d'un personnage, ça peut activer notre propre personnage intérieur. Et ça peut nous déclencher nous-mêmes des réactions qui ne sont pas conscientes. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier que vous-même, vous êtes calme, que vous êtes connecté à votre être et non pas que vous êtes vous-même sous l'emprise d'un personnage, que ce soit l'anxieux également ou un autre personnage. On évoquera d'autres personnages par la suite. Vérifiez bien ça avant de vouloir aider l'autre. Et si vous constatez que vous êtes sous l'emprise vous-même d'un personnage ou de plusieurs personnages, n'hésitez pas à prendre d'abord le temps de vous recentrer vous-même et d'être bien et au calme avant d'envisager d'aider l'autre. Ça, c'est vraiment un premier point. Une fois que vous avez réussi à vous reconnecter à vous, à être bien centré, vous allez commencer par pouvoir demander à votre personne proche comment vous pouvez l'aider. Ça peut être une première étape. Après, c'est possible qu'elle ne soit pas en état de vous répondre à ce moment-là, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours demander au cas où. Vous pouvez aussi faire des propositions. Hein. Est-ce que ça t'aiderait que je fasse ci, que je fasse ça? Est-ce que tu as besoin de ci? Est-ce que tu as besoin de ça? Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement la rassurer.
surtout si vous savez ce qui l'angoisse, donc, ou ce qui lui fait vivre du doute, hein, sur quel sujet ça se porte à ce moment-là, vous pouvez vraiment la rassurer. Vous pouvez aussi l'aider à prendre conscience de ce qui va bien, parce que souvent quand on est sous l'emprise du personnage de l'anxieux, on a tendance à être très très focalisé sur le négatif et à avoir du mal à avoir une vision d'ensemble et à voir le positif. Donc vous pouvez l'aider à voir que plein de choses vont bien finalement, même s'il y a des choses qui sont hors de contrôle en ce moment, tout le reste va bien. Ça peut aider aussi. Vous pouvez aussi l'aider à revenir dans le présent. Donc pour ça, vous pouvez par exemple lui demander ici et maintenant, là, à l'instant T, quel est le problème, et peut-être qu'elle va se rendre compte qu'à l'instant T, il n'y a pas du tout de problème en dehors de ce qui se passe dans sa tête. Vous pouvez aussi l'aider à se focaliser sur ses sens. Vous pouvez lui demander par exemple de décrire ce qu'elle ressent dans son corps, par exemple qu'est-ce qui se passe dans ton pied en ce moment, ton pied droit, comment c'est dans ton pied droit, qu'est-ce que tu vois là dans la pièce. Enfin, ça peut être plein de petites choses comme ça qui vont l'aider à revenir ici et maintenant. Ensuite, de façon plus globale, ce que vous pouvez faire quand vous avez un ou une proche qui est souvent sous l'emprise de ce personnage-là, c'est de vous montrer fiable, de vous montrer digne de confiance, de tenir vos engagements, d'éviter en fait finalement d'alimenter ses insécurités, quoi. Vraiment ça va pouvoir aider la personne. Ensuite, autre chose, hein, une dernière chose, vous pouvez aussi, à un moment où elle est au calme et où vous êtes aussi au calme, vous pouvez avoir un échange et vous pouvez à cette occasion lui demander quand je constate que tu réagis de telle manière ou que tu vis cela ou que tu as tel comportement ou que tu voilà, peu importe, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à ce moment-là. Et là la personne pourra vous donner des indications probablement pour que vous puissiez l'aider de la manière la plus juste pour elle dans les moments où elle en a besoin. Voilà, je vous laisse avec ce dernier conseil et je vous embrasse. À bientôt.